Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui m'a particulièrement énervée. Je vais pas vous mentir, quand je faisais mes recherches, j'avais le sang qui était en train de bouillir. Donc préparez-vous parce que ça va être une histoire qui va vraiment vous mettre les nerfs. Et soyez aussi très attentifs parce qu'il y a beaucoup de personnages différents dans notre affaire du jour. Donc il va vraiment falloir suivre pour comprendre. En tout cas, je ne veux pas trop vous en dire, donc je vais vous laisser maintenant vous installer bien confortablement car on va commencer. Seth Tyler Jackson voit le jour le 3 février 1996 dans la ville de Bellevue en Floride. Il est le petit dernier d'une famille de 3 enfants et a donc 2 frères aînés et vit aux côtés de ses parents Sonia et Scott Jackson. La famille Jackson déménage à Summerfield qui se trouve être une petite ville de campagne située à moins de 15 minutes de Bellevue, la ville où Seth a vu le jour. Summerfield est un endroit particulièrement calme, entouré de verdure et en plein milieu de la campagne, et on peut clairement pas dire qu'il y ait beaucoup de choses à faire là-bas. Mais Seth et ses frères se rendent très régulièrement à Ocala, une ville voisine de Summerfield, où les adolescents du coin ont pour habitude justement de se retrouver assez régulièrement pour pouvoir passer du temps, que ce soit au cinéma ou encore au skatepark. Seth grandit et devient un adolescent plein d'ambition. Et son rêve ultime est de devenir un jour un champion de UFC qui se trouve être un sport de combat. Seth est quelqu'un de plutôt sensible et est un grand amoureux des animaux et de la nature, et est quand même un adolescent plutôt populaire. Lorsqu'il ne passe pas son temps avec ses frères, il est entouré de ses nombreux amis. Et c'est en décembre 2010, alors que Seth n'est âgé que de 14 ans, qu'il tombe pour la toute première fois amoureux de la jeune Amber Wright, qui est une jeune fille allant dans le même lycée que lui. Amber est une jolie rousse au caractère de feu, née le 29 mars 1996, et Seth tombe immédiatement sous son charme, et les deux adolescents finissent très rapidement par former un couple. Mais les choses ne vont pas être faciles pour Seth car Amber lui fait vivre un véritable enfer et les disputes au sein du couple ne font que s'enchaîner. Mais malgré cela, Seth est complètement sous le charme d'Amber et ne cesse de le répéter à ses amis et à sa famille, en ne mentionnant à chaque fois que ses qualités et en omettant de leur dire qu'Amber est particulièrement difficile à vivre et plutôt agressive. Et les amis du couple les décrivent tous les deux comme étant extrêmement toxiques l'un pour l'autre. Lorsque Amber et Seth passent du temps ensemble, ils s'amusent à tester toutes sortes de drogues, à fumer et à se rendre jaloux le plus possible en flirtant avec d'autres personnes, juste pour le plaisir et pour créer de la tension entre eux. Au début du mois de mars de l'année 2011, Seth publie un message sur son compte Facebook où il dit tout simplement « Je t'aime Amber ». Mais malheureusement, ou alors heureusement, dépendamment de comment on voit les choses, quelques jours seulement après la publication de ce fameux message, le couple se sépare officiellement. La rupture va être d'autant plus difficile à accepter pour Seth car elle est due au fait que sa petite amie l'a trompé avec un autre garçon. Et Amber ne perd d'ailleurs pas du tout de temps car juste après sa rupture avec Seth, elle se met en couple avec le fameux garçon qui n'est autre que Michael Bargo, un jeune homme de 3 ans son aîné, qui a donc à ce moment-là 18 ans alors qu'Amber fêtait tout juste ses 15 ans. Et la pilule a vraiment beaucoup de mal à passer du côté de Seth, qui ne veut pas perdre espoir de pouvoir un jour reconquérir Amber et qui est prêt à tout pour récupérer son amour. Durant les semaines qui suivent, Seth et Amber ne cessent de se disputer par message et vont bientôt le faire en public aussi, en affichant des messages de haine l'un pour l'autre sur les réseaux sociaux. Et les menaces en ligne prennent une telle ampleur que des personnes extérieures au couple commencent à s'en mêler, à commencer par Kyle, le frère aîné d'Amber. Lorsqu'il a commencé à fréquenter Amber, Seth a par la même occasion rencontré son frère, donc, qui n'est autre que Kyle, avec qui il est devenu plutôt proche. Mais après avoir vu les messages échangés en ligne entre sa sœur et Seth, Kyle a pris parti pour sa sœur et s'est à son tour mis à menacer Seth et à l'insulter. Michael, le nouveau petit ami d'Amber, n'accepte pas que sa copine se fasse ainsi insulter en ligne et se mêle à son tour à l'affaire. Du haut de ses 18 ans, il a déjà un casier judiciaire et une injonction d'éloignement contre lui qui a été issue par l'une de ses ex-petites amies qui était encore mineure à ce moment-là. Michael développe une véritable haine envers Seth, et les rares fois où les deux garçons se sont croisés à Summerfield, les choses ont failli escalader en bagarre très rapidement.
Et en plus de cela, Amber s'est fait passer pour la victime auprès de son nouveau petit ami, en lui faisant croire que Seth était une personne abusive et avait été violent avec elle durant leur relation, ce qui bien sûr est totalement faux, mais qui va néanmoins enrager encore un peu plus Michael, qui va se montrer d'autant plus agressif envers Seth. Le climat de tension et les insultes en ligne vont continuer ainsi durant plusieurs semaines et ne vont faire que s'intensifier. Les menaces de mort fusent et Seth va aller jusqu'à affirmer être prêt à brûler la maison d'Amber pour la faire taire. Mais les choses vont devenir bien plus sérieuses encore, et ce, lorsque Michael et Seth se retrouvent dans la même pièce lors d'une soirée organisée par des amis en commun. Le climat en personne est exactement le même qu'en ligne, et très rapidement, une très violente altercation a lieu entre les deux garçons. Seth va réussir à prendre le dessus sur Michael, qui est de 3 ans son aîné, ce que ce dernier va avoir beaucoup de mal à accepter. Et avant que Seth ne quitte la pièce, Michael va lui lancer « J'aurai ma vengeance ». Quelques semaines passent suite à cet événement, et finalement, le dimanche 17 avril 2011, Seth Jackson disparaît. Et c'est le lendemain dans l'après-midi que Sonia, la mère de Seth, commence à réellement s'inquiéter lorsqu'elle apprend que son fils ne s'est pas présenté au lycée ce jour-là. La veille, il était supposé dormir chez son meilleur ami William, mais lorsque la mère de Seth l'a contacté pour savoir où se trouve son fils, ce dernier lui a affirmé que Seth était parti de chez lui dans la soirée et qu'il lui avait dit qu'il rentrait tout simplement dormir chez ses parents. À la suite de ce message, Sonia a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas et a immédiatement contacté la police. Lorsque les policiers interrogent Sonia, ils se disent qu'ils ont très probablement là affaire à un adolescent en fugue qui est peut-être en train de se rebeller contre ses parents. Mais au fond d'eux, ils sentent que quelque chose dans cette situation semble clocher. Ils ne savent pas encore quoi, mais ils sentent que quelque chose n'est pas normal. L'une des premières choses que vont mentionner les parents de Seth aux policiers se trouve être sa récente séparation de sa petite amie Amber, car ils ont très bien vu que ceci l'avait énormément affecté et semblait jouer très fortement sur son moral. Mais à ce moment-là, en dehors des amis de Seth, personne autour de lui, encore moins ses parents, n'était au courant du harcèlement qu'il vivait à ce moment-là en ligne, des insultes et des menaces de mort qui fusaient à son encontre de la part de Michael, Amber et Kyle. Les parents de Seth vont immédiatement donner leur approbation pour que les policiers fouillent entièrement le téléphone portable ainsi que l'ordinateur de leur fils pour tenter de récolter le plus d'informations possible. Et très rapidement, les officiers tombent sur les échanges plutôt violents entre Seth et Amber et décident donc d'aller interroger la jeune adolescente pour en savoir plus. Lorsque les officiers arrivent au domicile d'Amber, cette dernière se trouve en compagnie de son amie Charlie Ellie. Charlie est âgée de 18 ans et est une très bonne amie d'Amber. Elle a arrêté ses études et passe une majeure partie de son temps à sortir et à s'amuser avec ses amis. Amber et Charlie se sont énormément rapprochés durant les semaines précédant la disparition de Seth. Et justement, le soir de sa disparition, les deux adolescentes étaient ensemble. Les deux jeunes femmes expliquent alors aux policiers avoir effectivement vu Seth le soir même de sa disparition et avoir même passé une certaine partie de la soirée en sa compagnie. Elles expliquent cependant que Seth n'était pas mentalement présent ce soir-là, car il était sans arrêt sur son téléphone portable et leur a expliqué s'être disputé avec sa mère. Les deux jeunes femmes en ont donc conclu que c'était avec elle qu'il était en train d'échanger par message et n'ont pas insisté plus. Au bout de quelques minutes cependant, toujours d'après elles, Seth aurait sans la moindre explication quitté le groupe. Ceci est donc la version des faits donnée par Amber et Charlie, et elles assurent toutes les deux que depuis cette fameuse soirée, elles n'ont pas revu Seth. Charlie va néanmoins mentionner le nom de Michael Bargo, le nouveau petit ami d'Amber, et affirmer que Seth est probablement parti justement car Michael était lui aussi présent à ce moment-là, et que la relation entre Seth et Michael n'était pas particulièrement bonne. Les policiers ne posent pas plus de questions mais prennent tout de même tout cela en note. Ils vont ensuite interroger William, le meilleur ami de Seth, et vont être très surpris de voir que la version des faits donnée par Amber et Charlie est totalement différente de celle de William. William affirme avoir passé la soirée chez lui avec Seth et que les deux garçons jouaient tous les deux aux jeux vidéo. Tout se passait plutôt bien, et ce jusqu'à ce que Seth ne reçoive un appel aux alentours de 7h45 du soir de la part de son ex-petite amie Amber. William a insisté auprès de Seth pour qu'il ne décroche même pas le téléphone et tente de passer à autre chose. Mais malheureusement, Seth était encore complètement amoureux d'Amber et ne l'a aucunement écouté. Seth a donc décidé de décrocher le téléphone et est parti discuter avec Amber dans la pièce d'à côté. William n'a absolument aucune idée de ce qui s'est dit entre les deux adolescents, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'à son retour dans la pièce, Seth avait totalement changé d'attitude.
Il semblait alors être énervé et anxieux, et quelques minutes plus tard seulement, il a expliqué à William se sentir fatigué et préférer finalement rentrer dormir chez lui plutôt que de passer la nuit chez son ami comme c'était prévu. William a fait semblant d'être convaincu par cette excuse, mais il savait très bien au fond de lui que son départ précipité avait tout à voir avec l'appel d'Amber. La police va continuer son enquête, mais aucun indice ni aucune trace de Seth ne va être découverte, et ce en tout cas jusqu'au mardi 23 avril, soit 2 jours après la disparition de l'adolescent. À la grande surprise de tous, c'est la mère d'Amber et de Kyle qui contacte d'elle-même la police pour leur demander de bien vouloir envoyer une patrouille à son domicile, car d'après elle, son fils vient de lui confier avoir quelque chose d'énorme sur la conscience par rapport à la disparition de Seth. Une voiture de police se rend donc au domicile de Kyle, Amber et de leur mère et les récupère tous les trois pour les emmener à la station de police de Summerfield où leur interrogatoire commence. Kyle et sa mère sont placés dans une pièce face à un enquêteur de police, tandis qu'Amber attend son tour dans une autre pièce. Séparer les témoins permet aux officiers de police de vérifier l'alibi de chacun, pour s'assurer qu'ils donnent bel et bien la même version des faits et qu'ils répondent de la même manière aux différentes questions leur étant posées. Et durant son interrogatoire, on peut voir que Kyle est extrêmement instable et semble avoir quelque chose sur la conscience qu'il a besoin de libérer. Et il finit par admettre que le fameux dimanche soir, soir de la disparition de Seth, Kyle se trouvait au domicile de Charlie et Lee. Mais il n'était pas seul, car en plus de Charlie, il se trouvait avec sa petite sœur Amber, avec le petit ami de cette dernière, Michael, mais aussi avec Seth Jackson. Un autre adolescent présent sur place ce soir-là se trouve être Justin Soto, un personnage plutôt particulier lui aussi car il a déjà été arrêté pour détention d'armes à feu à l'intérieur de son lycée, ainsi que pour vol. Le domicile de Charlie était constamment rempli d'adolescents qui s'y retrouvaient durant la journée pour sécher les cours, ou encore les soirs après le lycée pour boire, fumer et faire la fête sans la moindre supervision d'aucun adulte. D'après la version des faits de Kyle donc, le groupe d'amis s'est retrouvé chez Charlie pour s'amuser. Sauf que les choses auraient finalement dégénéré, et ce à cause de Michael. Il était apparemment tellement énervé contre Seth qu'il aurait demandé à sa petite amie de bien vouloir le contacter, prétendant vouloir discuter avec lui, pour tenter de l'attirer jusqu'à chez Charlie. Sauf qu'une fois sur place, il aurait été assommé par Justin à l'aide d'un manche de marteau, ce après quoi Michael, qui a profité que Seth était étourdi sur le sol, a à son tour fait face à sa victime, une arme à feu à la main, et lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Et il ajoute que le jour précédant l'attaque, Michael a eu l'idée de monter ce petit plan et a dit, et je cite, « On doit tuer Seth Jackson, personne ne l'aime, on va le tuer ». Après cet aveu, c'est au tour d'Amber de donner sa version des faits, et contrairement à son frère, cette dernière se montre extrêmement détendue, presque comme si elle était surprise de se trouver là et était complètement certaine de son innocence. Elle décrit alors le déroulement de la soirée et va à son tour pointer le doigt en direction de Michael, affirmant que ce dernier l'a forcé à contacter Seth dans le but de lui tendre justement ce piège, avant de ne mettre fin à ses jours à l'aide d'une arme à feu. D'après elle donc, Michael est la seule personne coupable dans cette affaire. Et lorsque les policiers lui demandent pourquoi est-ce qu'elle n'a pas expliqué ça la première fois qu'elle a été interrogée, elle explique avoir terriblement peur de Michael, car d'après elle, ce dernier les a tous menacés de leur réserver le même sort qu'à Seth si jamais l'un d'entre eux le dénonçait. Michael est alors recherché par les policiers, mais aucune trace de lui n'est découverte. Il semble avoir pris la fuite, de même que Justin Soto. Une équipe de police continue à patrouiller au travers de la ville pour tenter de retrouver les deux garçons en fuite, tandis qu'une autre est envoyée au domicile de Charlie pour l'inviter à son tour à se présenter à la station de police pour son interrogatoire. Une fois sur place, elle est entendue par les policiers et se voit poser exactement les mêmes questions que ses deux amis. Et étrangement, sa version des faits est exactement la même que celle d'Amber et de Kyle. Une fois de plus, Michael semble être le seul et unique responsable et a tué de sang-froid Seth devant leurs yeux à tous. Mais les officiers se rendent immédiatement compte que les adolescents ne leur disent pas tout. Ils vont alors à leur tour préparer un petit plan et décider de placer les 3 adolescents dans la même pièce, prétendant les laisser patienter ensemble avant de n'être relâchés. Sauf qu'en fait, dans la pièce en question se trouvaient des caméras et des micros cachés, et les adolescents ne vont aucunement s'en rendre compte et vont commencer à discuter en toute tranquillité des événements ayant eu lieu le soir de la disparition de Seth. Like, if you could put my
memory on the TV. You could see everything. We did not kill an innocent kid because this kid is not innocent. He threatened to burn my house, they killed my family. Maybe he deserved it, but this time it went too far. Murder, man. You know there's gonna be all over the news. You know how many people are gonna hate us for this? Why? There's a 15-year-old kid murdered because of us. Grâce à ces semi-aveux, les policiers ont la confirmation que aucun des adolescents n'est entièrement innocent. Et ils ont à ce moment-là l'autorisation de fouiller entièrement les téléphones portables, ordinateurs et réseaux sociaux des 3 adolescents devant eux. Ils découvrent alors qu'effectivement, le 21 avril, aux alentours de 19h45, Amber a contacté Seth pour lui demander de bien vouloir se rendre au domicile de Charlie pour avoir une discussion avec elle concernant leur relation, car elle a affirmé être toujours amoureuse de lui. Elle lui a alors demandé de ne bien vouloir parler à absolument personne de leur rencontre, et Seth, qui est à ce moment-là toujours extrêmement amoureux d'Amber, va accepter et se rendre sur place. Et d'après les messages envoyés entre le groupe d'amis, les policiers arrivent à retracer les événements ayant eu lieu ensuite. Lorsque Seth est arrivé sur place, il a été plutôt surpris de voir qu'Amber n'était pas du tout seule, mais était accompagnée de son frère Kyle et de son ami Charlie. Une fois à l'intérieur du domicile, tel que Kyle l'a dit, Justin a été le premier à attaquer Seth en l'assommant, avant que Michael ne sorte de derrière une porte et ne se mette à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Une fois que Seth était immobilisé sur le sol et en train de se vider de tout son sang, Michael et Justin l'ont transporté jusqu'à l'étage et placé à l'intérieur de la baignoire. Michael a ensuite demandé à Justin de bien vouloir le laisser seul avec Seth, car il voulait que ce dernier le regarde dans les yeux, lui et rien que lui, lorsqu'il lui enlèverait la vie. Il a alors torturé l'adolescent durant de longues minutes et a fini de nouveau par lui tirer dessus, attendant patiemment que Seth rende son dernier souffle. Kyle a rejoint Michael à l'intérieur de la salle de bain et ils ont tous les deux cassé les rotules de Seth pour pouvoir faire entrer son corps sans vie à l'intérieur d'un sac de couchage. Juste avant l'arrivée de Seth, un immense feu a été allumé dans le jardin juste à l'arrière du domicile et Michael et Kyle vont transporter le corps de Seth jusqu'à ce fameux feu et l'y jeter pour tenter de faire disparaître toute trace de leur crime. Le groupe d'adolescents va alors se regrouper autour du feu et boire de l'alcool tout en célébrant leur acte absolument ignoble. Kyle finit par admettre de lui-même aux policiers que certaines des parties du corps de Seth qui n'ont pas brûlé dans le feu ont été placées par le groupe d'amis à l'intérieur de pots de peinture vides qu'ils ont ensuite été jetés au fond d'un lac situé à quelques kilomètres de la scène de crime. Les policiers vont alors vérifier toute cette histoire en se rendant en premier lieu au domicile de Charlie, où ils vont effectivement découvrir des traces d'un feu sur le gazon, de même que de très nombreux morceaux d'os humains. Et il en va de même pour le lac, où effectivement les fameux pots de peinture contenant les restes humains décrits par Kyle sont bel et bien repêchés. Entre-temps, Michael, qui se cachait au domicile de l'un de ses amis, est finalement interpellé par la police et placé en détention dans l'attente de son procès, de même que Justin Soto. Amber Wright, Kyle Hooper et Charlie Ellie sont eux aussi placés derrière les barreaux. Croyez-le ou non, mais James Young Evans, le beau-père de Michael, va admettre avoir été lui aussi présent ce jour-là et avoir été mis au courant du plan totalement tordu le matin précédant le meurtre. Il s'est même de lui-même rendu le matin même au domicile de Charlie, muni de parpaings et de câbles électriques pour munir les adolescents d'encore plus d'armes pour s'assurer qu'ils ne manquent pas leur coup. Mais il aurait finalement changé d'avis une fois sur place et aurait tout simplement quitté les lieux avec les armes qu'il avait amenées avec lui. Il ne va cependant pas tenter de convaincre les adolescents de ne pas commettre un meurtre ou encore appeler la police. Le lendemain matin par contre, une fois que le meurtre a eu lieu, il retourne au domicile et tente d'aider Michael, Justin, Amber, Charlie et Kyle à se débarrasser des restes du corps de Seth. L'idée de placer les morceaux restants du corps à l'intérieur de pots de peinture vides et de les jeter dans le lac était d'ailleurs la sienne. Lors de leur procès, tous les adolescents sont jugés comme des adultes, malgré le fait que certains d'entre eux étaient encore mineurs au moment de leur jugement. Justin Soto va plaider coupable de meurtre au premier degré et pour cela reçoit une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Charlie Ellie a plaidé coupable elle aussi à son accusation de meurtre au second degré et écope pour cela de 10 ans de prison.
Elle est finalement libérée après seulement 9 ans derrière les barreaux durant l'année 2020 et elle continue aujourd'hui toujours de clamer son innocence dans le meurtre de Seth. Elle s'est d'ailleurs même mariée quelques mois seulement après sa libération. Kyle Hooper va lui recevoir une peine de prison à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle et il est depuis cela devenu extrêmement religieux et explique vouloir se repentir et servir la parole de Dieu pour que ce dernier lui pardonne ses actes absolument horribles. Il espère toujours être un jour remis en liberté, mais pour le moment ça n'est pas prévu du tout. Sa petite sœur Amber a elle été entendue lors de 2 procès et lors de sa première audience, le juge lui a dit tout droit dans les yeux et je cite: « Je n'ai jamais rien vu ni entendu de plus méprisable que ce qui a conduit à la mort de Seth Jackson. Je ne peux pas imaginer une situation pire et je prie Dieu que la raison derrière tout cela soit un déséquilibre chimique ou un cerveau qui n'a pas encore mûri. Il est vraiment difficile d'accepter l'idée qu'un tel mal puisse exister sans aucune explication logique. » Amber reçoit, tout comme son frère, une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et sert aujourd'hui sa peine dans la prison de Homestead en Floride. Le beau-père de Michael, James Evans, a lui aussi plaidé coupable d'avoir aidé les adolescents à faire disparaître le corps de Seth et reçoit pour cela une peine de 20 ans derrière les barreaux. Mais il a finalement été relâché au bout de seulement 7 ans et est aujourd'hui en liberté. En ce qui concerne Michael Bargo, qui est considéré comme étant le cerveau de l'opération, il va de son côté recevoir une peine bien plus lourde. Durant le procès, son avocat va tenter de plaider la folie et affirmer que Michael souffre de troubles mentaux non traités. Et effectivement, il avait été diagnostiqué comme souffrant de troubles de la bipolarité en 2009, mais malgré cela, il est reconnu coupable de meurtre au 1er degré et reçoit pour cela la peine de mort. Et sachez qu'il est d'ailleurs le plus jeune condamné ayant reçu la peine de mort. Il est à ce jour toujours derrière les barreaux dans l'attente de son exécution. Et sachez que durant l'année 2016, le présentateur télé américain Piers Morgan est allé à la rencontre justement d'Amber Wright à l'intérieur de la prison dans laquelle elle se trouve pour le tournage de sa série télé Killer Woman. Et quelques extraits de cet entretien sont disponibles sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour et mon Dieu ce que cette affaire a fait bouillir mon sang. Voir jusqu'où ce groupe d'amis est prêt à aller pour des simples petites disputes d'adolescents, c'est totalement fou. En tout cas, je suis pas mal sûre que vous êtes tout aussi énervés que moi actuellement. J'ai hâte de lire vos réactions sur cette affaire complètement sordide. Et n'oubliez pas, si ça n'a pas encore été fait, de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime aussi. Merci comme toujours d'avoir été présent aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!